Bonjour, bienvenue au Paris Image Digital Summit, organisé par le Centre des Arts d'Anguin-les-Bains dans le cadre du Paris Image. Je suis Johanna Gallardo, responsable des relations institutionnelles à Film Paris Région, qui est membre d'EcoProd. Et justement, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'animer la table ronde VFX et animation, comment agir pour en faveur de l'impact environnemental. D'après une étude récente d'EcoProd, la filière image émet 1,7 million de tonnes CO2. Ce n'est pas la filière la plus émettrice, plus impactante, mais néanmoins, elle a son rôle à jouer. Parmi ces 1,7 million, il y a 20% qui concernent l'empreinte organisationnelle, la production, la post-production, la diffusion. Une grande partie concerne le streaming, mais ce n'est pas le sujet du jour. Alors justement, dans la mesure où la fabrication d'images par le numérique augmente de plus en plus du fait des innovations technologiques, mais aussi de la situation actuelle liée à la pandémie, comment la filière, comment la VFX et l'animation s'emparent de ce sujet, puisqu'on sait qu'on doit réduire notre empreinte environnementale. Il y a des échéances à 2030 et à 2050 à l'échelle européenne, à l'échelle internationale. Donc, existe-t-il des solutions, des bonnes pratiques pour le réduire ? J'ai le plaisir d'accueillir donc sur ce plateau pour en parler une partie de l'équipe de Carnot Computing. À ma droite, Ariane Robineau, qui est donc ingénieure 3D. Bonjour Ariane. Bonjour Johanna. Et à ma gauche, Quentin Lorenz, qui est directeur des relations extérieures chez Carnot. Bonjour Johanna. Alors vous allez tout nous raconter un peu sur quel est un peu votre regard, votre expérience en termes d'impact environnemental de la filière VFX animation. On sait notamment que du fait des innovations, je l'ai dit, on voit la 4K consomme 4 fois plus de données que la Full HD. Donc il y a des innovations, c'est très bien en termes de qualité d'image, mais effectivement en termes d'impact, que fait-on? Et visiblement, vous y avez beaucoup réfléchi. Mais peut-être avant une première question, qu'est-ce que vous inspire ce constat, cette nécessité pour la filière image de s'engager dans une transition? Eh bien, la filière semble s'engager à son tour dans un sujet qui devient un sujet de société, qui s'appelle tantôt la pollution digitale, tantôt la pollution numérique, qui est une grande chaîne qui concentre pas mal de défauts. En fait, la pollution numérique, c'est tout simplement le fait de s'intéresser aux impacts environnementaux du numérique et donc de toute une filière. Alors, ça part de l'extraction des métaux et des matériaux rares qui sont nécessaires pour la fabrication de nos terminaux. La fabrication des terminaux en tant que telle coûte de l'énergie et a une empreinte. Le transport des terminaux jusqu'à leur point d'usage, leur utilisation, et au sein de cette utilisation, on a la consommation énergétique des terminaux, télé, ordinateurs, téléphones, tablettes. On a la question des réseaux, et puis la question des data centers. Et puis pour continuer et conclure cette chaîne de la pollution numérique, vous avez en bout de chaîne la seconde vie des terminaux, puis leur recyclage. Alors c'est un problème très très complexe auquel Carnot ne prétend pas s'attaquer dans son ensemble. Nous, on a proposé une solution alternative dont on dira, je crois, quelques mots un peu plus précisément tout à l'heure, à la question des data centers, qui sont ces grandes usines du numérique, qui sont indispensables à la filière animation et VFX, puisque ce sont les usines qui permettent les rendus et la production des films de toutes sortes, et en particulier des films 3D et d'animation et des effets spéciaux. Un data center, c'est une grande usine du numérique qui aligne des milliers d'ordinateurs qui tournent jour et nuit, pour nous permettre au quotidien de pouvoir avoir recours à des services cloud, de l'hébergement, du stockage, à pouvoir faire du streaming, vous le mentionnez dans votre introduction, Johanna, pour pouvoir aussi faire des calculs intensifs, des calculs haute performance, et en particulier pour la filière dont on va parler aujourd'hui, c'est un point extrêmement important, très gourmand en calcul et donc très gourmand en énergie. Donc le data center, c'est je dirais une brique indispensable de nos sociétés numériques, qu'on ne voit souvent pas, mais qui pourtant a un impact qui est colossal. Peut-être pour compléter, l'une des grosses problématiques des data centers, outre sa construction, puisque ce sont des bâtiments qui préemptent du foncier, qui artificialisent des sols, qui demandent à des réseaux d'arriver jusqu'à ces endroits-là, eh bien le data center, qui concentre donc des ordinateurs, dégage de la chaleur, puisqu'un ordinateur qui tourne, qui fonctionne, est un ordinateur qui chauffe, suivant le principe assez élémentaire de l'effet Joule. Donc dans un data center, de la chaleur dégagée, bien souvent on n'en fait pas grand-chose, voire rien du tout.
Et dans un second temps, il faut refroidir tous ces ordinateurs pour les maintenir à une température acceptable, pour qu'ils continuent à fonctionner tout simplement de manière continue. Et donc, eh bien, d'un côté, vous avez une chaleur qui n'est pas valorisée, de l'autre, vous avez une énergie perdue pour tout simplement mettre en température des serveurs. Donc voilà une des grosses problématiques du data center, la chaleur. Et justement, Ariane, en tant qu'ingénieur, vous le constatez en termes de besoins de fabrication d'images, de rendu d'images. Je sais que vous faites beaucoup de R&D chez Carnot. Je crois que c'est un tiers de vos budgets, si je ne me trompe pas. Comment vous voyez un peu l'évolution en termes de fabrication d'images et comment ça vous impacte? Alors en termes d'évolution, elle est dans tous les domaines de l'audiovisuel, elle est croissante. C'est-à-dire qu'on peut regarder plusieurs domaines. Déjà, il y a le domaine du support numérique, donc tout ce qui est écran, tout ce qui est support de diffusion, qui ne fait qu'aller dans le sens croissant du développement et de la qualité supérieure. Donc ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que 50% des foyers français, à l'heure actuelle, sont équipés de téléviseurs 4K. Vous mentionniez la 4K tout à l'heure dans votre introduction, et qu'il existe de plus en plus de solutions permettant de capter à des résolutions plus importantes. Donc les premières caméras 8K sont sorties en 2013, et ça ne fait que croître. Donc ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, pour alimenter ces supports, il faut un contenu de qualité qui n'a fait qu'évoluer depuis la vingtaine d'années, qui a vu le domaine s'améliorer d'année en année. Donc, pour vous donner une idée, par exemple, les rendus des images de Toy Story en 1995 avaient une durée moyenne qui allait de 45 minutes à une soixantaine d'heures. Pour les rendus de Toy Story 4, les images nécessitent un temps de rendu entre 40 et 160 heures. Donc, ce qui a énormément augmenté en prenant en compte l'augmentation des capacités des machines pour les rendus. Donc, même en prenant ça en compte, ces complexités augmentent. Donc, par exemple, là, on a calculé il n'y a pas longtemps que pour faire le rendu de Toy Story 1, on aurait le temps de faire ce rendu-là en regardant Toy Story tout court. Donc, ça devient plus rapide de faire le rendu que de regarder le film avec les machines actuelles. Et le dernier point, c'est que maintenant, la qualité des images augmente énormément parce que déjà les machines pour faire le rendu ont évolué, parce que les algorithmes de ray tracing, de path tracing, pareil, ont beaucoup évolué, se sont améliorés, ont des capacités meilleures tout simplement pour faire du rendu. Et on assiste maintenant à des scènes contenant des polygones, des milliers de polygones, des millions de polygones pour constituer le modèle 3D. On peut maintenant calculer des cheveux, on peut calculer des particules, du feu, des effets spéciaux qui sont extrêmement réalistes et qui prennent un temps de rendu assez, mais même très très important. Donc en effet, on assiste à une évolution des supports, du contenu et de la qualité du contenu et de la quantité du contenu, puisque maintenant, avec notamment le confinement, on a vu une explosion de la demande se présenter, donc avec des plateformes de streaming qui ouvrent les unes à la suite des autres. Donc on connaissait déjà Netflix, Apple et Amazon, mais maintenant il y a des plateformes pour Arte, il me semble, qui commencent à voir le jour, et d'autres encore qui mettent à disposition des consommateurs des contenus de plus en plus variés et qui font appel à l'animation 3D et au VFX. Alors du coup, que fait-on? Enfin, comment ça s'incarne? Est-ce que c'est la partie immergée de l'iceberg en termes de fabrication d'images, et le rendu est de plus en plus extraordinaire, moi je trouve, en tant que spectateur, la précision, vous avez parlé de cheveux. Du coup, quels moyens on a pour faire face à ce challenge en termes à la fois d'exigences artistiques et techniques, mais d'optimisation de fabrication et d'impact environnemental? Alors on a déjà des data centers qui s'améliorent de jour en jour, qui s'améliore jusqu'à un certain point. Donc déjà, un data center, Quentin, tu pourras peut-être en parler un peu mieux que... Peut-être on peut préciser un data center, je le disais tout à l'heure, hein, ça consomme de l'énergie pour être alimenté et ça consomme de l'énergie pour être refroidi. Pour faire un petit peu schématique, ça se résume à peu près à ça. Il y a un ratio entre les deux qui s'appelle le PUE, qui est le Power Usage Effectiveness, qui mesure un peu la qualité énergétique et l'efficience de la consommation d'énergie dans un data center. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a en effet une amélioration continue
qui est due à des techniques de construction meilleures, à des meilleures conceptions de l'espace, à du matériel informatique aussi qui peut chauffer un petit peu moins pour les mêmes performances. Ce qu'on observe quand même, c'est que quand il y a un progrès technologique, il y a aussi un rattrapage de l'usage. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Si nos téléphones sont amenés à être changés tous les 2 ans, 3 ans, c'est bien parce qu'on commence à manquer de batterie, à manquer de stockage ou à manquer de performance de processeur. C'est exactement la même chose dans les data centers. Donc ce n'est pas parce qu'on fait des progrès technologiques que pour autant on solutionne le problème. On est dans une sorte un peu de spirale qui nous entraîne vers toujours plus de consommation. Donc le data center s'améliore, ça c'est indéniable. Donc le PUE, ce ratio est en train de diminuer, mais on observe en effet une stagnation de l'amélioration. Ce qui veut dire qu'on peut faire mieux, mais on ne va pas toujours pouvoir faire mieux pour plusieurs raisons, parce qu'on a des data centers qui sont relativement vieux, donc on ne va pas pouvoir forcément tout détruire et tout reconstruire. On a des data centers qui s'améliorent, mais qui continuent à avoir leurs défauts intrinsèques. Et puis on a des data centers nouvelle génération qui parfois sont très performants, parfois apportent leur chaleur pour chauffer la maison d'à côté, mais aussi parfois ne peuvent tout simplement pas le faire. Et puis on en a d'autres qui pensent avoir la bonne idée en mettant des data centers auprès du cercle polaire arctique ou bien en l'immergeant sous la mer. On n'a pour l'instant pas beaucoup de recul là-dessus, mais je ne suis pas certain qu'on apporte forcément une solution pérenne en faisant ce genre de choses. Et je ne connais pas encore l'impact sur la biodiversité, mais en relâchant de la chaleur dans des endroits où on a des températures négatives, je ne suis pas sûr qu'on améliore considérablement les choses. Donc il s'agit aussi de repenser le modèle, puisque comme vous l'expliquiez et comme l'expliquait Ariane, nos usages sont amenés sans cesse à croître. Donc il y a vraiment une question à se poser là-dessus et il y a des solutions à proposer. Alors on y viendra tout à l'heure, Carnot en propose une parmi d'autres, mais nous on a vraiment à cœur de considérer que le calcul informatique haute performance peut être green, écologique, il peut être efficient, ça c'est capital, et il peut être compétitif en termes de prix. C'est-à-dire qu'on ne renie aucun des critères d'exigence de nos clients, mais pour autant, on a un modèle qui, en bon français, by design, apporte une approche vraiment écologique au fond d'elle-même. Et donc ça, on l'expliquera tout à l'heure peut-être un petit peu mieux. En tout cas, voilà, c'est le genre d'alternative, je pense, qu'il faut vraiment considérer. Est-ce que la filière VFX et animation est consciente? Est-ce que vous avez des retours, des demandes sur l'impact des data centers? Parce que finalement, ce n'est pas, c'est un peu externalisé. On n'est pas responsable de l'efficience des data centers. Mais est-ce que du coup, vous êtes d'ailleurs adhérent à la charte EcoProd, donc en tant que société, vous avez souhaité rentrer dans cette démarche-là en tant que prestataire et de sensibiliser vos parties prenantes. Donc comment je laisserai Ariane être un peu plus précise après. Ce qu'on observe, nous, en tout cas, c'est que dans notre clientèle au sens très large, que ce soit la recherche, la finance, la mécanique des fluides, la 3D dans d'autres secteurs que celui de l'image, on observe un intérêt, et plus qu'un intérêt, un devoir quasiment de devoir aller vers cette exigence écologique. Donc oui, poussé par des critères RSE, par un besoin de réduire l'empreinte carbone, par un souci de l'énergie, nos clients demandent des solutions plus vertes. Ça, c'est indéniable. Ça se voit, nous, d'ailleurs, dans notre activité. On a une activité qui croît, qui est galopante, parce qu'on rend bien les services qu'on nous demande, parce qu'on est efficace, mais aussi parce qu'on a cette tendance verte qui n'est pas juste de l'affichage. C'est pour nous quelque chose qui est inhérent à notre activité. On l'expliquera tout à l'heure. Notre force, c'est de produire du calcul informatique qui sert à chauffer des bâtiments gratuitement. Donc ça, c'est un modèle qui plaît beaucoup et qui est, sans être trop vulgaire, relativement sexy. C'est-à-dire qu'on est content que nos calculs puissent chauffer des logements sociaux ou des collèges ou des piscines. Donc voilà l'approche qui est demandée de la part de nos clients et peut-être que Ariane peut être plus précise sur la partie VFX et animation. Alors sur la partie VFX et animation, oui. Pour reprendre un peu précédemment l'impact du data center, il est certain, c'est-à-dire qu'il y a environ 200 data centers privés en France, enfin publics privés, c'est-à-dire que ce n'est pas des data centers qui appartiennent à des entreprises spécialisées. Donc quand on considère ces data centers-là, le chiffre augmente. Donc cet impact-là que l'on a de réduction de l'empreinte carbone, il est certain. Et en effet, l'appétence est présente et la demande existe. Après, voilà, il faut continuer à croître et il faut continuer à fournir un service de confiance dans ce secteur-là en particulier. Oui.
Alors justement, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Quelle solution vous proposez exactement pour réduire cette empreinte si on est un studio VFX ou animation, on vient vous voir, qu'est-ce que vous proposez voilà. Est-ce qu'on peut justement en parler? Alors sur le modèle global de Carnot, Carnot, c'est une entreprise française qui est basée à Montrouge, donc juste au sud de Paris. On n'est pas très loin, on est de l'autre côté, mais pas très loin d'ici où on tourne en ce moment. On est une équipe d'une cinquantaine de collaborateurs aujourd'hui, avec une existence depuis 2010. Donc on n'est pas la petite start-up qui a une bonne idée. Maintenant, on a un savoir-faire qui est installé, qui a été prouvé. On a, nous, comme schéma un peu particulier, celui de vouloir distribuer la capacité de calcul informatique directement là où la chaleur est nécessaire. Alors si on reprend un peu ce qu'on a dit depuis le début, la chaleur est une des plaies des data centers, et donc on a tenté, nous, il y a 10 ans déjà, d'apporter une solution à ça. La solution a été donc de déporter les calculs informatiques, la puissance de calcul informatique, donc les serveurs, les processeurs, directement dans les bâtiments. Et ça prend la forme de 2 produits principaux qui sont des radiateurs ordinateurs et des chaudières numériques qui embarquent des microprocesseurs informatiques comme source de chaleur. Ce qui veut dire que d'un côté, on a, nous, des clients de calcul qui nous achètent de la puissance de calcul pour rendre un film en 3D, par exemple, pour des calculs d'analyse de risque dans la banque, pour faire des effets spéciaux, d'une part. Et de l'autre côté, on a des clients qui sont des bailleurs sociaux, des collectivités publiques, des réseaux de chaleur, par exemple, qui ont besoin de chaleur. Et donc, la force de Carnot, c'est de faire tourner les calculs des premiers clients sur les terminaux des seconds clients. Et donc, de cette manière-là, on arrive à proposer une solution qui peut être assimilée à une forme d'économie circulaire numérique, c'est-à-dire que le déchet des uns, la chaleur dans l'informatique, est la ressource précieuse des autres, la chaleur dans le bâtiment. Donc évidemment, on apporte de la chaleur quand on en a besoin. Il n'est pas question de chauffer en été, donc ça, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Mais d'un côté, cette chaleur qui est un déchet devient une ressource pour les autres. Et donc on chauffe gratuitement des logements sociaux, on chauffe, je le disais, des piscines, on chauffe aussi des bureaux, des salles de classe, grâce à la chaleur qui est émise par les processeurs qui tournent pour fabriquer des images, par exemple. Voilà, donc ça, c'est le modèle Carnot au global. Ce qui veut dire, si j'ai bien compris, c'est que ça aussi évite pour les studios de gérer la chaleur sur place et de climatiser les Exactement. Alors, ça, ce sont les 2 principaux produits de Carnot. On a en plus de ça, nous, une technologie qu'on a ajoutée à notre palette qui nous permet d'occuper des espaces inutilisés, en particulier dans des entrepôts, pour y installer de la puissance de calcul. Et là, on a la même logique. On pousse du calcul informatique qui dégage de la chaleur, et cette chaleur est valorisée pour chauffer l'entrepôt attenant. Le but, ce n'est pas de balancer aux petits oiseaux. Donc, on a vraiment cette logique, encore une fois, de réutilisation de la chaleur. Donc, pour un studio, finalement, il confie à Carnot, et Ariane sera plus précise sur la partie technique, mais le studio confie à Carnot ses calculs, sa tâche. Ensuite, nous, on se charge de la découper en petits morceaux et de la distribuer de manière aléatoire, absolument sécurisée. Et j'insiste là-dessus parce qu'on est sur des calculs qui peuvent être sensibles. On a, nous, quelques beaux clients déjà au global. On sera plus précis encore une fois tout à l'heure, mais notamment le film des Mignons qu'on a rendu. Ce film-là, il n'est pas question que des images se soient évaporées, etc. Donc on doit fournir toutes les garanties de sécurité en chiffrant les calculs, en les envoyant de manière aléatoire, en ayant des serveurs qui ne fassent pas de stockage, qui soient bare metal. Donc tout ça, c'est des garanties de sécurité qu'on apporte. Et nos clients studios, eh bien, nous confient leurs calculs, on les rend sur notre infrastructure distribuée. Dans le même temps, ça permet de chauffer des logements, des bâtiments, comme je l'ai dit. Et après, on rend des images qui sont toutes prêtes, toutes belles, toutes faites, comme l'aurait fait un data center. Sauf que vous avez considérablement limité l'empreinte carbone, la consommation énergétique. Et en plus de ça, vous avez eu un impact social qui n'est pas négligeable, puisque apporter de la chaleur dans des logements notamment est pas neutre quand on sait qu'il y a 5,1 millions de foyers français qui sont en situation de précarité énergétique, par exemple. Voilà, donc c'est une partie de la réponse. Peut-être qu'Ariane peut compléter, mais on a un modèle qui voit large.
Mais comme disait Quentin, il y a une partie de sa réponse qui est extrêmement importante, c'est que c'est la partie comme un data center classique, c'est-à-dire qu'il y a toute cette infrastructure qui correspond à des radiateurs, des chaudières et des clusters écologiques, du groupe Casino donc, qu'on voudrait, qui est extrêmement importante dans notre fonctionnement. Mais nous, ce qu'on voudrait, du point de vue du client, du côté calcul, c'est que cette partie-là soit complètement invisible, pas dans la qualité de la répartition du calcul et du rendu d'animation 3D. Donc, pour rentrer peut-être un peu plus dans des détails techniques, il y a 3 gros sujets à Carnot. Il y a l'infrastructure, le fonctionnement de l'infrastructure et l'utilisation du point de vue du client. Donc si je commence par l'infrastructure, Quentin a un peu expliqué le sujet déjà. Pour rentrer dans un point de vue un peu plus technique, on est très axé sur du CPU pour l'instant, on commence à se développer dans le GPU. Et on a des machines qui vont du 8, 16 à 32 cœurs, donc une infrastructure très performante. CPU, avec, juste repréciser, peut-être Quentin l'a fait. Central Processing Unit, Voilà. donc c'est un type de machine, un type de processeur qui permet de faire des calculs particuliers. Enfin, il y a le CPU et le GPU. GPU, c'est Graphical Processing Unit, qui a un fonctionnement légèrement différent. Donc voilà, on est très axé CPU actuellement, avec ces caractéristiques-là. Et donc ça, c'est vraiment l'infrastructure qui est finalement la même, si on veut dire, c'est la même machine à la racine que celle d'un data center classique. Pour ce qui est du fonctionnement de Carnot, en fait, il y a toute une partie immergée de l'iceberg qu'on ne voit pas souvent, qui en fait est l'informatique. Donc on parle beaucoup du hardware, en fait, du radiateur, du produit en lui-même, mais il y a toute une partie informatique qui nécessite beaucoup de travail de la part de nos équipes. Du coup, c'est ce qu'on appelle à Carnot le QR. Le QR, c'est l'orchestrateur, en fait, la brique logicielle qui va permettre de distribuer les tâches de calcul, le rendu qui produit de la chaleur, là où il y a besoin de la chaleur, et donc de gérer les ressources disponibles et de distribuer le calcul sur les ressources disponibles, ou de gérer la demande en chaleur et la consigne de la part du client côté bâtiment. Donc quelqu'un qui va, pour le dire d'une autre façon, quelqu'un qui va aller appuyer sur le bouton plus de son radiateur pour avoir plus de chaleur, très schématiquement, on va lui envoyer plus de calculs. Enfin, on va soit augmenter la fréquence du processeur pour chauffer plus, soit envoyer plus de calculs sur cette unité-là de chauffage. Donc ça, c'est le fonctionnement global. Pour vous donner encore un peu plus de détails, on utilise une technologie qui s'appelle Docker. Donc Docker, en fait, c'est une technologie de containerisation qui permet de reproduire un environnement de travail sur un ordinateur de manière extrêmement simple, rapide et sécurisée. Donc pour le traduire un peu plus, c'est une boîte dans laquelle on va installer des logiciels et un environnement de travail complètement sur mesure en fonction des besoins du client ou des besoins de la personne qui nécessite un calcul. Et cette boîte, ensuite, on va pouvoir la transporter et la répartir sur les ordinateurs de façon extrêmement rapide et intuitive. La grande force de Docker, c'est que quelqu'un qui n'est pas en relation avec nos équipes, un client de calcul qui n'est pas en relation avec nos équipes, peut tout à fait créer sa propre image Docker, donc le plan de sa boîte avec ses logiciels à l'intérieur, la mettre sur Internet sur un répertoire d'images et l'appeler avec notre système. Donc ça, c'est encore une fois complètement sur mesure et le plus intuitif possible. Et ensuite, le dernier point, le troisième point, c'est l'utilisation du service, donc du point de vue des usagers du calcul. Comment on fait pour lancer une tâche sur Carnot? Donc il y a 2 façons de le faire. Il y a la façon la plus simple et la plus intuitive, qui est de passer par l'interface graphique, qui en fait est une plateforme web, une page web sur laquelle on peut, avec des boutons sur lesquels cliquer, et qui envoie automatiquement la tâche de calcul, le rendu d'animation ou autre sur la plateforme, qui donc ensuite va opérer sa petite moulinette, trouver les ressources disponibles, envoyer les calculs dessus, récupérer les résultats de sortie et faire tout ça de façon complètement automatisée. Et il y a une autre façon qui est de scripter le tout, de coder toutes les invites de commande, en utilisant une API. Donc si on simplifiait, si Carnot était une télévision, le QR, l'API, serait la télécommande qui permet de s'en servir. Donc c'est un ensemble de méthodes et de fonctions informatiques qui, quand elles sont appelées dans un certain langage, le SDK, je ne vais pas non plus aller dans trop de détails, permet de répartir les calculs en fonction des besoins complets et d'automatiser ça, d'intégrer cette fonctionnalité dans un pipeline de production
Donc ça, c'est aussi une grande force et c'est une grande flexibilité pour les usagers, c'est-à-dire que c'est complètement intégrable à la production sans avoir à changer, rajouter des modules, etc. Donc voilà, c'est donc les 3 points dont je voulais vous parler. Et pour rajouter peut-être quelques petits détails, tous les calculs, comme Quentin expliquait tout à l'heure, sont chiffrés, sécurisés. Ça, c'est un de nos grands enjeux, évidemment. Et l'utilisation est assez simple et flexible. Et du coup, j'imagine, dans la mise en place de ces logiciels, outils, vous réfléchissez aussi à leur éco-conception ou les prestataires avec qui vous travaillez pour leur mise en place? C'est quelque chose aussi en interne sur lequel vous travaillez, en plus de proposer une solution qui est éco-responsable? Alors, c'est aussi dans notre ADN, en effet. On est assez proche de la Blender Foundation. On a beaucoup travaillé avec Blender au tout début parce qu'on croit dans les solutions open source. Peut-être rappeler en 2 mots pour ceux qui ne connaissent pas Blender. Alors Blender, c'est un logiciel de modélisation 3D qui a beaucoup grandi ces dernières années et qui est open source. Vous pouvez le télécharger en rentrant chez vous sans avoir à payer de licence. C'est très, très, très intuitif et fait pour la 3D. Je me permets d'ajouter aussi alors Blender, c'est une de nos forces, mais le travail de l'équipe de R&D, Ariane est modeste, donc elle n'en parle pas, mais c'est aussi de diversifier les logiciels avec lesquels on est capable de travailler. Et donc, Blender, c'est vraiment déjà un acquis bien ficelé chez nous, mais on a beaucoup défriché et on a ajouté à notre catalogue de logiciels un certain nombre de logiciels que tu pourras peut-être détailler. Avant que tu le détailles, je voulais juste ajouter à la présentation de l'infra Carnot, ça peut paraître un peu abstrait, etc. En réalité, pour le client, c'est vraiment comme si il allait travailler avec un data center conventionnel. Notre force aussi, et ça je crois qu'on ne l'a pas encore mentionné, c'est qu'on a la capacité, une forme de flexibilité et la capacité à élargir notre parc de cœur relativement facilement. C'est-à-dire que l'infrastructure qui distribue les tâches de calcul informatique, elle est capable aujourd'hui d'accueillir le nombre de cœurs qu'on a. Alors, par exemple, cette année, l'année dernière, en 2020, on a ajouté 20 000 cœurs à notre parc, mais en fonction de la demande des clients, on est capable en très peu de temps, en quelques semaines, voire quelques jours, vraiment de répondre avec une infra hardware vraiment conséquente pour répondre à ça. Alors, on a mentionné très furtivement tout à l'heure les Minions 2, avec Illumination, qui est une de nos réussites de l'année 2020. Elle l'a été parce que c'était un gros client pour nous, on ne va pas se cacher. Elle l'a été aussi parce que techniquement, on a réussi à rendre un film en, je crois, 3 ou 4 mois. On a mis à disposition 16 000 cœurs qu'on tournait non-stop pour Illumination pendant 3 à 4 mois. Ça, c'est exactement la force aussi de Carnot, c'est d'avoir un coup de fil, de savoir y répondre et de traduire le besoin en service en très peu de temps. Donc on n'est pas juste des chauffagistes un peu rigolos avec des ordinateurs, on a aussi une infrastructure qui est lourde, qui est costaude, et qui peut largement rivaliser avec des data centers conventionnels. Donc là-dessus, de la petite start-up avec la bonne idée, comme je le disais tout à l'heure, on est arrivé à une entreprise avec les épaules larges et les reins solides, avec de l'humilité quand même, parce qu'on fait les choses bien, mais on apprend aussi quand même encore. Hein. Mais voilà, donc il y a vraiment cette capacité, si je devais résumer en bon français, c'est le côté scalable de l'infrastructure. Du coup, vous êtes capable de répondre aussi bien, de donner une solution aussi bien à des petits projets de films qu'à des plus gros, et vous en avez cité. Hein. Oui, alors Ariane sera peut-être plus précise sur ce point-là. Je sais qu'on a parfois des besoins très ponctuels pour quelques secondes d'image, et ça, notre plateforme le permet, parce que, comme le disait Ariane, c'est très facile, spontané d'aller lancer des rendus. Mais on a aussi les Minions 2, qui est une super production internationale, qui est commandée par Universal International. Et donc, on a c'est vrai, un spectre qui est relativement large. Mais je te laisse peut-être compléter, Ariane. Non, c'est exactement ça. Sur la largeur du spectre, on répond à des besoins de particuliers, donc notamment grâce à l'interface qui est très intuitive et facile à manipuler. Et en passant par des studios de taille moyenne à grande, donc avec Illumination. On a travaillé notamment avec Tu nous as pas vu dernièrement, qui est un studio d'animation basé à Angoulême, si je ne dis pas de bêtises. Annecy, non ? Comment ? Annecy, je crois. Annecy, oui, c'est possible. Bon, je disais des bêtises. Et on travaille aussi dans tout ce qui est audiovisuel. On travaille aussi sur des sujets de photogrammétrie avec Iconen, notamment, qui reconstituent des bâtiments menacés
pour les intégrer à la mémoire globale, qui donc font des calculs de photogrammétrie, mais aussi de rendu d'animation. Et du coup, est-ce que vous fournissez un bilan d'impact aux productions, un bilan carbone? Est-ce que c'est demandé? Est-ce que... Alors oui, tout à fait. C'est déjà c'est très demandé, évidemment, surtout quand on fait tourner ces calculs sur une infrastructure comme la nôtre. Du coup, oui, on a mis en place des carbon facts, donc des feuilles récapitulatives qui permettent de mettre en évidence l'économie qui a été faite avec le calcul par rapport à un autre data center plus classique. Et ça, c'est des choses qu'on est capable de mettre en place et de globaliser sur les calculs d'un client, sur une durée nommé. Voilà, enfin, c'est tout à fait faisable. Je crois que vous nous parliez aussi de comparaison de comment un film, la fabrication d'un film peut chauffer une ville ou une maison. Je crois que vous avez fait quelques calculs précis là-dessus, quelques estimations qui permettent justement aux spectateurs de se rendre compte un peu de l'impact de cette solution. Alors oui, tout à fait. On avait fait un petit article là-dessus. On s'était amusé à calculer le temps que pourrait chauffer le rendu d'un film d'animation. Ma phrase est mal construite. Combien de temps pourrait chauffer un film d'animation Paris ou toute une ville française pendant un des mois les plus froids de l'année, donc janvier, bon là on ne dirait pas, mais voilà. Et en fait, j'avais pris comme hypothèse un film d'animation d'une taille moyenne, donc en prenant sur les machines Carnot un temps de rendu d'environ 3 heures, avec un ordre de grandeur de 130 000 images sur une durée d'un film. Enfin bon, j'avais pris mes hypothèses. Et en comparant l'énergie dépensée pour le rendu de ce film à l'énergie dépensée par un foyer français, j'étais aboutie à 2 conclusions. La première, c'est que ce film d'animation pourrait chauffer le foyer français moyen sur une durée de 47 ans. C'est énorme. C'est énorme. Et lui économiser 18 000 € de charges de chauffage. Sur les 46 ans. Sur les 46 ans. Mis bout à bout. Et la deuxième conclusion, c'est que ça pourrait chauffer Paris entier en janvier, en un mois de janvier, j'avais fait la moyenne sur les 5 dernières années, il me semble, pendant 16 minutes. Donc Paris entier, c'est 2,5 millions d'habitants. Et en janvier, c'est donc 16 minutes de chauffage. Du coup, là, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte du potentiel de récupération de chaleur et de l'enjeu derrière tout ça. C'est ce qu'on veut prouver, c'est-à-dire que quand on comprend Carnot, on comprend naturellement l'aspect écologique. Bon, nous, on ne s'en satisfait pas, on est toujours un peu perfectionniste chez Carnot, donc voilà pourquoi on est allé vers ces carbon facts qui sont vraiment, comme le disait très bien Ariane, notre grille d'analyse et qui va très loin, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au degré, au pourcentage d'intensité d'usage du CPU, donc du processeur, au sein de tel ou tel terminal de calcul ou de chauffage. Donc on va vraiment dans le détail du détail. Et tout ça parce qu'on a envie d'être transparent sur l'infrastructure. On veut aussi, nous aussi, quantifier nos efforts parce que c'est peut-être au départ plus compliqué pour une entreprise comme Carnot de distribuer sa capacité de calcul, mais in fine, on a quand même des gains qui sont majeurs. Alors là, les chiffres qu'avance Ariane sont assez spectaculaires. Et en tonnes de CO2, parce qu'il y a toujours les deux pendants, hein, c'est l'énergie et le CO2. Le CO2 devient un peu la métrique, j'allais dire presque compulsive. Tout le monde veut savoir combien de tonnes CO2 ça fait, un trajet en train, un fauteuil sur lequel vous êtes assis, la lumière pendant qu'on tourne. Donc voilà, nous on a voulu aussi tout simplement avoir une carte d'identité du calcul Carnot qui est assez simple, qui permet d'épargner tant d'énergie, d'épargner tant de carbone. Et alors puisqu'on parle du carbone, ce qu'on peut nous annoncer comme chiffre moyen sur le total de l'infrastructure Carnot, c'est qu'on épargne 85% des émissions de CO2 du calcul informatique, ce qui est considérable. Et 85, c'est la fourchette quand on veut vraiment se faire mal et qu'on n'a pas envie de trop se mettre en avant. Donc on monte pour certains terminaux, je pense notamment à la chaudière qui tourne toute l'année, qui produit de l'eau chaude, on monte à des taux qui sont supérieurs à 90%. Donc voilà des chiffres qui sont très concrets. Et on a une méthodologie qu'on est en train de faire certifier, je ne vais pas pouvoir être plus précis que ça, mais par des organismes publics et gouvernementaux, pour que ça devienne peut-être une méthodologie commune à l'ensemble du calcul informatique haute performance qui inclut le rendu pour les studios d'animation et de VFX. Donc voilà, on veut donner la preuve que ce qu'on fait est propre. Une question un peu à part, mais est-ce qu'un particulier peut
peut avoir un radiateur Carnot Alors non. et avoir du calcul rendu d'image chez lui? Non, malheureusement non. Les Non. particuliers qui bénéficient de la solution Carnot, ce sont des particuliers qui habitent des logements collectifs ou sociaux. Donc eux, oui, se chauffent avec des calculs de rendu. On ne travaille pas avec des particuliers pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est une raison technique. C'est que quand on installe des radiateurs ou des chaudières, on recrée une grille de calcul, donc qui nous amène des performances supérieures. Et donc rien que pour ça, on a besoin d'un minimum d'unités qui se trouve à peu près autour d'une vingtaine. Donc on est sur de l'habitat moyen collectif, en gros. Et est-ce que vous avez déjà pensé ou imaginé de chauffer des plateaux tournage, là, pour le coup, des plateaux live? Est-ce que ça pourrait être quelque chose d'envisageable sur le moyen long terme Pourquoi pas? On pourrait avoir vraiment une forme de boucle qui se referme, où le calcul permet de chauffer le calcul pour des effets spéciaux, par exemple, permet de chauffer le plateau sur lequel les acteurs tournent. Alors là, pour le coup, on aura un système très complet. Je sais que l'idée avait été envisagée ou en tout cas réfléchie. Et en effet, ça devient des choses à mettre en place qui prennent du temps, qui prennent des moyens, qui prennent du monde. Et donc, on y pense. On avait quelques chiffres à partager sur Carnot, un peu comment ça se structurait, une infographie. Oui, alors il faut que je les ai un peu en tête, mais donc si je dois résumer en chiffres, on est une entreprise qui a été créée en 2010. Les créateurs de l'époque sont encore les deux dirigeants, donc ça fait partie aussi de notre ADN continu. On a un tiers de notre budget qui est consacré à la recherche et développement, avec une fière ambassadrice en face de moi aujourd'hui. On a... qu'est-ce que je peux dire? On a 1500 radiateurs qui sont installés un peu partout en France et en Europe. On a déjà une quarantaine de chaudières en 1 an qui ont été installées, qui chauffent de l'eau chaude sanitaire pour des logements, des collèges, des piscines, des lycées. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a des projets de recherche en permanence, notamment avec l'Europe. On a fait un superbe projet qui s'appelle Catalyst, qui vise à savoir comment les data centers peuvent faire partie des éléments de flexibilité sur la grille électrique en Europe. Donc comment flécher des calculs à un endroit plutôt qu'à un autre en fonction des tensions qu'il y a sur le réseau. Et on a vu au mois de janvier des appels de RTE notamment à diminuer nos consommations électriques. Donc voilà exactement comment un data center pourrait contribuer à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On est une 50aine aujourd'hui avec beaucoup d'ingénieurs. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais on doit être autour de 2 tiers d'ingénieurs parce qu'on est une boîte tech. Donc quand on parle d'un sujet, c'est qu'on le connaît. Voilà. Moi, je dois peut-être être l'un des non-représentants ingénieurs, mais on a énormément de compétences, beaucoup d'ingénieurs informatiques, on a des spécialistes de la 3D, de la mécanique des fluides, de tous les domaines qu'on essaye de bien traiter. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Peut-être l'ensemble du spectre qu'on traite d'un côté des clients de calcul avec, je l'ai dit au cours de la séquence, mais de la finance, de l'assurance, de la 3D, de l'intelligence artificielle, on n'en a pas parlé, mais le big data aussi, qui sont très gourmands en calcul informatique ou de performance. Puis de l'autre, voilà, des clients qu'on a un petit peu cités au fil de l'eau, les conseils départementaux, le conseil régional d'Île-de-France. On a aussi des bailleurs sociaux en nombre. On a des gros gestionnaires de réseaux de chaleur. On pousse de l'eau chaude qui est chauffée par des calculs informatiques pour irriguer d'eau chaude des réseaux de chaleur. C'est assez amusant et c'est aussi très efficace. Voilà. On dit souvent que la filière image est un milieu un peu fermé, mais là, ce qui est intéressant avec votre solution, on est vraiment dans l'idée d'économie circulaire, à la fois sur l'aspect chaleur qui est dégagé, donc qui sert pour chauffer autre chose, mais aussi le fait que vous soyez dans d'autres écosystèmes, travailler avec d'autres secteurs et qui, j'imagine, se nourrissent les uns les autres et les avancées des uns peuvent nourrir les autres et les demandes de certains clients, j'imagine, font évoluer aussi votre approche technologique. Exactement, on voit de plus en plus de liens entre des milieux qui sont finalement assez éloignés, qu'on pourrait penser assez éloignés. Donc ce qui me vient en tête, c'est, pour rester dans le thème, tout ce qui est animation 3D, VFX, c'est beaucoup en lien, de plus en plus en tout cas, il y a beaucoup de recherche dessus, on est assez proche de la recherche par ailleurs, sur le lien donc entre animation 3D, VFX et le machine learning.
Donc tout ce qui est amélioration de l'image, upgrading de l'image pour par exemple simuler de la 4K ou faire ce genre de choses, rajeunir des acteurs, faire du deepfake, ce genre de choses, c'est à cheval entre ces deux milieux. Il y a aussi un autre milieu, un autre lien qui me vient en tête, c'est la visualisation, donc l'animation 3D, enfin la 3D plus grossièrement, en lien avec la mécanique des fluides, qui fait beaucoup de simulations sur des objets, sur des avions, par exemple, des ailes d'avion, des dirigeables, ce genre de choses. Et donc, c'est de la modélisation 3D avec des simulations physiques de fluides, donc de mécanique des fluides, de torsion ou de mécanique du solide aussi, qui se trouvent l'un dans l'autre. Donc, il y a en effet des croisées dans les différentes expertises et c'est extrêmement agréable d'avoir tous ces domaines qui finalement se trouvent les uns à côté des autres, ils permettent d'échanger et d'avancer finalement vers une solution plus poussée. Oui, on sait que les VFX s'approprient les outils, certains logiciels des jeux vidéo qui sont aussi très avancés, donc c'est ça qui est intéressant de voir aussi cette coopération qui enrichit techniquement, artistiquement. Alors peut-être la question quand même qui fâche, est-ce que ça coûte cher? Combien ça coûte finalement? Est-ce qu'on y gagne de rentrer dans une transition écologique, d'adopter votre solution qui est très vertueuse? Vous l'avez montré, chiffre à l'appui. Voilà, est-ce que comment vous... Moi, je dirais que ça fâche pas tant que ça. Je vous remercierais presque de poser la question. En tout cas, c'est une question cruciale. On a un modèle, nous, qui est plus complexe que d'aller frapper au data center avec lequel vous travaillez depuis 15 ans et qui vous fait des offres et qui a des offres de marketing incroyables et qui a les épaules d'un GAFAM. Pour être très clair, c'est aussi certains de nos concurrents sont les GAFAM. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Carnot, en plus de son aspect écologique, je le redis, mais c'est vraiment dans notre ADN, propose des services qui sont de qualité supérieure, parce qu'on a un accompagnement par nos équipes qui sont extrêmement pointues sur certains domaines. Donc là, on a Ariane, mais à côté, je le disais tout à l'heure, on a aussi des équipes d'ingénieurs qui sont très pointues sur leur domaine. Et puis, on a surtout une offre commerciale qui est très alléchante et très intéressante, puisqu'on arrive, nous, à vendre le calcul entre 2 et 4 fois moins cher qu'un cloud provider classique qui vendrait du calcul de performance. Donc ça du fait de la récupération de chaleur? Alors ça, c'est du fait du modèle économique de Carnot qui repose et sur des clients de calcul et sur des clients de chauffage. Pour faire très simple, le client de chauffage qui achète une chaudière ou un radiateur Carnot, lui achète un système qui va lui donner du chauffage gratuit. Bon, très bien. Donc, il a un avantage qui est quand même énorme, en plus des avantages environnementaux, des dérogations qu'on a obtenues auprès des ministères, etc., dans la construction. Donc, il y a cet aspect bâtiment. Et puis, de l'autre côté, on vend de la puissance de calcul. Sauf que nous, notre data center, en réalité, est financé par les chaudières et les radiateurs qu'on aura vendus. Donc, on n'a pas de coût de structure, en fait. On a des coûts de maintenance qui sont assez bas par rapport à un data center conventionnel. On n'a pas eu à construire un data center au départ qui coûte, alors les chiffres qu'on a récemment, c'était 15 000 € le mètre carré. Donc ça, c'est des dépenses qu'on s'épargne. Et donc, de fait, on arrive à proposer une offre commerciale qui est, j'insiste, toujours aussi performante, aussi sécurisée qu'un data center, sauf qu'on arrive à vendre entre 2 et 4 fois moins cher le calcul informatique de Carnot. Alors peut-être que tu peux préciser la grille de prix, Ariane, si c'est nécessaire, mais l'esprit est là en tout cas. Pour ce qui est de la grille de prix, bon, je ne l'ai pas en tête, enfin, ça ne parlera pas forcément, mais en tout cas, oui, c'est quand on compare quand on met côte à côte ces prix-là, oui, on est largement inférieur à des solutions plus orientées data center avec un PUE qui vaut 1,6. D'ailleurs, ces PUE, ces indices d'efficacité d'un data center stagnent environ depuis 2013 vers 1,6, ce qui veut dire qu'on utilise beaucoup plus de climatisation et beaucoup plus de matériel informatique qui n'est pas dédié au calcul pour faire fonctionner le data center. Et donc nous, ce qu'on apporte et ce qui explique ce coût, en fait, c'est que physiquement, on n'a pas besoin de refroidir, on n'a pas besoin de construire, comme l'expliquait Quentin, et c'est donc physiquement moins cher parce que ça coûte moins d'énergie. C'est tout bête, quoi.
Mais aussi construire un data center, ça a un impact sur le lieu où on le tourne aussi, pardon, où on le construit. J'imagine en termes de biodiversité. Enfin, c'est énorme en plus des data centers, c'est des milliers de mètres carrés. C'est un élément indispensable de nos vies. C'est là où le paradoxe est fort, mais c'est un élément qui est nuisible parce que là, on est pas très loin d'ici. Vous avez Aubervilliers où le 93 est une terre de data center pour pas mal de raisons, notamment parce qu'on a hérité d'un patrimoine industriel où les réseaux électriques étaient déjà existants, donc on a réutilisé ça. Et en plus de ça, c'est une terre qui est hors d'eau par rapport au cru de la Seine. Donc c'est très intéressant de mettre les data centers dans le 93. Cela étant dit, un data center dans ces zones-là, ça n'emploie pas beaucoup de monde, ça fait du bruit, ça dégage de la chaleur et ça concentre, enfin ça occupe, ça pompe une grande partie de l'électricité. On dit qu'à Aubervilliers, 50% de l'électricité va dans les data centers. Alors bon, ça pose question. Et en effet, parfois, alors je le dis, parfois c'est une verrue dans un territoire. C'est-à-dire que c'est un énième hangar de plus qui va venir s'installer, qui pour autant ne pourra pas faire la promesse d'employer 50 personnes à côté, ou alors des personnes hautement qualifiées. Donc il y a aussi des enjeux sociaux qui ne sont pas neutres. Et puis voilà, vous le dites, hein, il faut couler des dalles, il faut faire des tranchées pour faire passer des câbles, il ne faut pas un seul câble électrique, il en faut deux, il ne faut pas un seul câble Internet, il en faut deux, enfin de fibres. Donc voilà, il y a des effets négatifs, des effets néfastes, des externalités négatives, si on veut, qui sont inhérentes à la construction du data center, qui, en plus de devoir être climatisé, a des systèmes de redondance dans le fonctionnement électrique, qui fait que tantôt, vous avez des cuves de fuel et des moteurs de bateau au cas où les réseaux électriques pètent. Vous avez des batteries qui permettent de prendre le relais en cas de panne également. Et donc, voilà, il y a des systèmes qui sont pas tout à fait propres en réalité. Mais pour autant, est-ce qu'on peut condamner l'existence des data centers? Je ne suis pas sûr, parce qu'on a forcément des besoins numériques qui sont énormes, qui sont croissants, Ariane le disait tout à l'heure. Et donc, nous, on ne prétend pas être la solution face à l'empreinte énergétique et environnementale des data centers, mais on prétend être une alternative sur un certain créneau, en particulier le calcul haute performance pour des rendus, pour des effets spéciaux, pour l'animation, etc. En tout cas, ça me semble important de montrer effectivement l'impact numérique, l'impact du numérique sur l'environnement. Et ce n'est pas juste du dégagement de chaleur, de l'énergie, mais que ça va beaucoup plus loin en termes d'infrastructure, même en termes finalement d'aménagement du territoire, voire sociétal. Bon, alors on tire le fil, ça peut aller très loin, mais effectivement, c'est intéressant d'avoir tous ces éléments-là quand on choisit son prestataire en tant que studio graphique ou studio d'animation. C'est un sujet qui est extrêmement riche et intéressant, qui est même un peu philosophique. C'est-à-dire que le numérique, c'est en apparence quelque chose d'immatériel. On parle beaucoup de dématérialisation. Je trouve que le concept est très mal choisi. C'est une rematérialisation. Ce qui n'existe plus physiquement ici existe ailleurs en termes numériques. Donc, j'ai plus de disque dur chez moi. Très bien, j'avais un disque dur d'1 Tera. Bon, le Tera que j'avais de stockage ici, si je ne l'ai plus là, c'est qu'il existe ailleurs. Et cet ailleurs, vous aurez le même disque dur ou presque, qui sera dans un data center, voire dans 3 ou 5 data centers si il y a une redondance du stockage. Et donc voilà typiquement ce que ça veut dire. Donc pas de dématérialisation, mais de la rematérialisation. Le numérique n'est pas virtuel, il est matériel quelque part. Donc nous, dans nos usages du quotidien, on a vite fait de plus se souvenir de tout ça. Donc il y a même un côté, le rapport de l'humain avec la technique. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous faire dépasser par un système qui demande toujours plus de vitesse, qui demande toujours plus de finesse, de précision. Alors là, pour l'image, on est tous d'accord que c'est nécessaire, c'est-à-dire qu'on va vers une granularité qui est extrêmement fine, des images qui sont de qualité encore meilleure, mais où est-ce qu'on va s'arrêter? Il y a un moment où la pollution numérique va nous dire stop, et les progrès de la technique appelle aussi des effets néfastes. Alors, ça peut être des consommations énergétiques ici, mais ça peut être aussi des extractions de minerais et de métaux rares en Chine, au Chili, en Équateur ou du cobalt au Congo. Donc, finalement, il y a une matérialité, il y a une consommation, et ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas.
à fait. On a envie de continuer à rêver, effectivement, par la fabrication de ces images. Mais l'étude EcoProd, vous le rappelez, le montre que le cobalt et le lithium sont des matériaux rares et que c'est pas la filière image n'étant pas essentielle ou vitale, malheureusement, ce ne sera pas la première à y avoir accès et que les coûts vont être de plus en plus importants puisqu'ils seront de plus en plus rares. Donc, comme on veut continuer à rêver, effectivement, on veut pousser, il semble intéressant de pousser des solutions comme la vôtre, et il en existe sûrement d'autres, pour que la filière puisse continuer à créer et à nous faire rêver. Cette table ronde touche à sa fin. Je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots de conclusion, peut-être pour l'avenir, vos souhaits par rapport à la filière. Est-ce que, voilà, Je laisserai à Ariane le dernier mot, mais je pense qu'il ne faut pas non plus jeter la pierre à la filière animation et VFX. Vous avez dit en introduction que l'étude EcoProd montrait que la partie animation ou VFX n'avait pas le plus gros de l'impact environnemental. Donc il ne faut pas non plus se flageller pour ce qu'on n'a pas fait. En revanche, moi, j'accueille avec beaucoup d'enthousiasme la prise de conscience de la filière. Et j'espère qu'on pourra, nous, accompagner avec nos prestations et nos services, disons, un pas en avant sur ce sujet-là. Alors, je ne sais pas si c'est un pas en avant ou si c'est un pas de côté, parce que il faut aussi voir le modèle peut-être de manière un peu différente, mais je crois que vos questions y ont contribué aujourd'hui. Je conclurai en disant que c'est un pas de danse et qu'on vous invite à nous prendre la main et à nous rejoindre pour essayer de faire mieux et d'améliorer toujours cette fuite en avant. Eh ben, merci beaucoup Ariane, merci beaucoup Quentin. Merci, Joanna. Je dois préciser que vous pouvez poser des questions sur le chat, mais j'aurais dû le préciser en début de table ronde. Mais vous avez sûrement vu que ça s'affichait sur votre écran, donc j'espère que les questions sont nombreuses. Nous vous remercions d'avoir été attentifs à cette table ronde. Je remercie à nouveau Carnot Computing et ses intervenants. Et vive la transition écologique de la filière. Il y a plein de solutions, plein d'innovations, donc allons-y. Merci, au revoir.